Bonjour, 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 bonjour la famille. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Lucien, comment tu vas frangin? Oh là là. Commençons d'abord par le partage la famille. On va commencer par le partage. Oui, on va partager dans vos groupes. On partage le live. Petit peu de partage. Oui, 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 oui. Donc, on a posé la question de savoir si alors, dans la famille, vous savez que dans le concept révolutionnaire, on a toujours eu tendance à voir les choses juste d'un côté. Hein? Et pourtant, c'est important qu'on voie les choses de tous les côtés, de tous les bords, dans tous les angles. Hein? Escorte, partage le live, partage le live, partage le live. Parce qu'il y a ceux que parfois, quand ils voient les titres de live, ils commencent à trembler. Ils commencent à dire que, oh, et comme les Camerounais sont toujours dans une espérance, hein, pour attendre toujours que un ou deux vont tomber pour qu'ils crient, pour qu'on casse un peu le rythme. Non, il y a des visions différentes qu'on peut aussi apporter. Et c'est ça aussi la révolution. Hein? C'est ça la restructuration. Vous connaissez que le président Biya, aujourd'hui il l'appelle président Biya, il aimait le mot restructuration. Hein? Lorsqu'il était encore vivant. Hein? Il aimait le mot restructuration. Donc ce qu'on a constaté, c'est tout simplement très simple. C'est que si Biya n'avait pas existé, hein, le Cameroun devait créer un Biya. Parce que il nous a montré qu'il était un homme visionnaire. Biya nous a montré que c'est un homme qui avait la vision. Ah oui. Et franchement, on va le dire, parce que pourquoi les commentaires ne sautent pas ici? Faites sortir les commentaires, les gars. Hein? Pourtant, je vois bien les commentaires de ce côté. Voilà. Donc, Biya dans son vivant, bien sûr, il était un visionnaire. Donc, c'est nous qui n'avons pas eu la capacité de comprendre les programmes de grande réalisation du président Biya. Nous n'avons pas eu la capacité. Nous étions engloutis et aveuglés par les expectatives. Donc, vous voyez que les gens comme l'Impec, les Matomba, les Cabral et autres, ils avaient vite perçu la situation. Et ils sont mis dans le grand chantier de grand éclairage. Parce qu'on doit accepter qu'il n'a rien réalisé. Comme pas de réalisation, il a plutôt détruit. Mais je vais seulement poser des questions et que nous allons répondre ensemble. Ce serait bon qu'on réponde ensemble. Et il faut augmenter le thermomètre, les gars. Partager le live. On doit faire le bilan de Biya pour qu'aujourd'hui on comprenne le pourquoi il doit rester dans l'histoire comme celui qui a été le grand éclaireur. L'homme qui a ouvert les yeux aux Camerounais. Voilà, c'est important. Et pour bien faire, il faut qu'on le mette en corrélation avec toute l'histoire du début, les gars. Nous sommes qu'au début. Il ne faut pas que les cœurs tremblent, que personne ne tremble. Ici, on ne tremble pas. Ici, c'est la vision. Ici, on ne parle pas avec les émotions. Ici, c'est après des analyses très profondes qu'on a pu comprendre que Biya Paul, le président Biya, était le grand homme, l'homme des grands ouvrages. Je vais d'ailleurs poser une question avant de revenir. On va parfois aller dans le passé puis revenir dans le présent. C'est très important. On va dans le passé, on revient dans le présent. Je pose d'abord la première question. Qui est celui qui a permis aux Camerounais, ou bien au peuple camerounais, ou bien à la nation camerounaise de pouvoir avoir le multipartisme? Voilà la première question que je pose. Qui est celui qui a permis au peuple camerounais de pouvoir accéder à ce qu'on appelle multipartisme aujourd'hui?
Non, il faut qu'on réponde. Soyons clairs. Qui est celui? Mais vous n'écrivez pas, les gars. Je veux qu'on écrive. Il ne faudrait pas qu'on prenne une position. Maintenant, on parle de bien en tant que citoyen. Qui est celui qui a permis au peuple camerounais de pouvoir accéder à ce qu'on appelle aujourd'hui indépendance? Pardon, multipartisme. Bon, les gars, ils ont peur de répondre. La peur que vous avez là, la peur de répondre, n'est-ce pas? C'est parce que vous avez déjà un parti pris. Je pose une question, je pose des questions, puisque je suis là dans le live. Et si vous voulez, après, je mets le mot téléphone, celui qui va appeler l'appel. On va pas perdre le temps sur une seule question. Qui est celui qui a permis au peuple camerounais de pouvoir accéder? Il faut écrire sur le président Paul Biya. Écrivez président Paul Biya. Le président Paul Biya. Donc, qui est celui qui est venu tuer le parti unique pour pouvoir permettre aux Camerounais de pouvoir accéder à ce qu'on appelle le multipartisme? Bon, les gars tremblent. Ils tremblent. Parce qu'ils ont peur qu'après, les gars vont faire les captures d'écran pour qu'ils ne puissent pas... Non, ça c'est cette peur. Oui, Sylvie, Sophie. Si vous voulez qu'on vous laisse les médias, sachez que vous avez menti. Notre guerre ici, là, c'est dans les médias. Est-ce que tu comprends très bien? Voilà. Donc, si c'est que ça te dépasse, tu pars. C'est tout simplement simple. Nous ne sommes pas ici en train d'ironiser, non. C'est très clair. Voilà. Ne faites pas que d'abord ma page, même déjà, c'est trop pleine. Il y a des gens que, de toutes les façons, on va enlever. Donc, répondez. Qui est celui qui a permis aux Camerounais de pouvoir accéder au multipartisme? Bon, comme vous avez peur donc de répondre. Au prix de quoi? Parce que lorsqu'on pose la question, vous tremblez. Maintenant, on dit au prix de quoi? Vous voyez comment ce criminel de Biya-Paul, au prix de quoi? On a vu les Camerounais mourir. Parce qu'ils sont très contents aujourd'hui de s'asseoir et de dire que c'est Paul Biya qui a amené le multipartisme au Cameroun. Au prix de quoi? Vous avez peur de causer, vous avez peur de répondre. Et pourtant, on doit aller d'une manière dialectique. C'est la dialectique, les gars. Que personne ne tremble. Vous avez peur de quoi? Nous prenons des choses sérieuses ici. Au prix de quoi on a accédé à ce multipartisme dont ce voyou est venu, soi-disant, apporter à cette nation-là. C'est important. Ils sont souvent très fiers de s'asseoir sur les plateaux de télévision. Oui, oui. Non, Sylvie, ils doivent s'assumer. Assumez-vous. Parce que dès que c'était voit le titre, on pose la première question déjà. Tout ce qu'ils sont en train d'attendre. Vous savez, ce genre de vie, ce n'est pas une vie épanouie. Quand tu vis dans la peur de l'expression, ça veut dire que vous êtes toujours prêt à suivre, comme des moutons. Au prix du sang. Combien d'étudiants sont morts en cette époque? Rien que le bilan des étudiants qui sont morts en Guaykele. Mieux encore, il restait son parti unique, le gars. Mieux encore, il restait son parti unique. Le seul président, le grand visionnaire qui, dès qu'il arrive au pouvoir, il peut installer, il déplace le palais d'Etoudji, en Suisse, à Genève. Voilà les grandes réalisations du grand visionnaire. Ah oui. Voilà les grandes réalisations du grand visionnaire. Cela lui démontre à son gouvernement et au peuple camerounais que je vous donne le pays, vous voulez, vendez-le. Je suis ici en Europe, je signe les contrats. Est-ce que vous comprenez là on appelle le mot visionnaire? Donc dans sa vision déjà, il avait déjà préparé le peuple à s'écrouler, la nation à s'écrouler. Il avait déjà pris son paradis fiscal, où il savait qu'après, même si ça brûle là-bas, il va aller y résider. On va poser des questions. Parce que certains ont vu, on parle, et comme certains, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les titrologues, que dès qu'ils voient le titre d'un journal, il n'a plus besoin d'ancrer dans le développement de ce qu'on a mis à la une de la page. Donc dès qu'ils voient le titre, n'est-ce pas, ils commencent à spéculer. J'ai fait ça sciemment. Parce que, j'ai toujours dit, il faudrait que le peuple camerounais puisse s'assumer. Il est très important. Et d'ailleurs même, j'ai enlevé le suspense très rapidement,
pour faire comprendre aux uns et aux autres que ce qu'ils attendent toujours, ce qu'ils attendent toujours, au lieu de donner le meilleur eux-mêmes pour le bien-être de la révolution, ils sont toujours en train d'attendre des spéculations pour aller créer des commérages et les Congolais à gauche, à droite. Nous ne sommes pas dans ce genre de situation-là. N'est-ce pas? Bon, il disait que qui est celui qui a apporté le multipartisme au Cameroun? C'est Paul Biya, n'est-ce pas? Au prix de quoi? On a dit au prix du sang des peuples camerounais. N'est-ce pas? Qui est celui qui, aujourd'hui, si nous avons une famille combattante en diaspora, si aujourd'hui vous êtes en train de me regarder, c'est grâce à qui? C'est à Paul Biya. Mais au prix de quoi? Acceptons que dans cette révolution, il a permis. Je prends aujourd'hui son contexte parce que le contexte du président élu est une autre. On sait que s'il n'y avait pas un baobab comme lui, peut-être il ne devait jamais arriver à cette situation-là. Mais en voulant forcer les situations, avec toute la haine qu'il a déversée dans cette nation-là, les Camerounais sont devenus de plus en plus amoureux les uns des autres. Les Camerounais ont un sursaut patriotique. À cause de Paul Biya, Ahidjo qui avait déjà, à son époque, tué l'esprit du peuple camerounais. Paul Biya, dans sa démence et dans sa folie, Paul Biya, en tant que valet de Mitterrand, a permis au peuple camerounais de comprendre qu'ils doivent avoir un sursaut d'éveil. C'est pourquoi depuis 1988, les hostilités avaient commencé. N'est-ce pas? Grâce à Paul Biya. Parce qu'il avait démontré aux yeux de la nation que il n'est pas prêt pour pouvoir servir cette nation pour le bien-être et l'épanouissement du peuple camerounais. Déjà en 86, pour montrer déjà sa position et sa vision, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un coup d'État contre sa personne. Parce qu'il faut à tout prix que, au niveau de la défense, de l'armée, tous les coins stratégiques doivent être monopolisés. Et la seule personne qui l'a accusé, c'est le président Ahidjo. Vous vous souvenez très bien, Germaine Ahidjo nous a dit paix à son âme. Ahidjo lui-même a fait comprendre au peuple camerounais que si c'était son armée qui avait effectué ce coup d'État, il ne devrait jamais rater. Que si c'était ses gars, en tout cas, qui faisaient ce coup d'État, c'est que Paul Biya tombait. Donc Paul Biya, ayant déjà, en cette époque-là, le grand visionnaire, ayant déjà la vision de la monarchie, il avait eu la vision de la monarchie, puisqu'il est arrivé sur le terrain, il a vu tous les biens que le Cameroun regorgeait. Il a dit que mais Ahidjo, il a compris qu'Ahidjo était stupide pour laisser le pouvoir. Il a compris. Et c'est la raison pour laquelle il a créé maintenant cette stratégie maintenant, pour venir faire comprendre au peuple camerounais que c'est Ahidjo qui a formaté un coup d'État contre lui. Parce que c'était, à cette époque-là, il fallait faire tout pour enlever, les stratèges du Nord, les stratèges de l'Ouest, tous ceux qui avaient l'amour pour cette nation. Parce que malgré le crime qu'il a commis, donc c'est ce qui sera jugé un jour, même s'il n'est plus vivant, je parle d'Amadou Ahidjo, ce crime contre l'humanité qu'il a commis, ça sera jugé. On va juger cela, on ne va jamais laisser cela. Mais néanmoins, il avait quelque part une notion d'évolution, d'épanouissement du peuple. Il était prêt à industrialiser le pays. Il était dans le processus d'industrialisation. Il ne faut jamais oublier que c'est à cause de ce processus que Mitterrand a tout fait. Certains viennent souvent dire que non, Mitterrand a fait cela parce que quand il était avocat, il est parti au Cameroun. Non. Ils ont juré que l'Afrique ne doit jamais être industrialisée. Et bien Paul étant dans ce processus, on lui a dit que monsieur, tu restes sur place, les matières premières sont là, dès qu'on gère, tu as tes signatures, tes contrats. Parce qu'il faut savoir que l'argent des matières premières part directement dans le compte privé des biens. Eh bien, l'argent des matières premières. Aucun Camerounais n'est au courant des transactions qui se passent. Et c'est la même chose qu'il a enseigné aux membres de son gouvernement. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils sont tous des voleurs en col blanc. Voilà un visionnaire. Affamer son peuple.
Parce que l'Occident a dit que l'Afrique, ils ne vont pas faire l'erreur. Les Occidentaux avaient dit, hein, et ils le disent encore aujourd'hui. L'erreur qu'ils ont fait en Asie, laisser la Chine s'industrialiser, ils ne vont plus jamais entrer dans ce processus-là. Donc l'Afrique doit rester ainsi. Donc, c'est la raison pour laquelle quand des grands visionnaires, les vrais visionnaires, je ne parle pas des visionnaires maladroits comme Biapol, des vrais visionnaires comme les Maurice Kamto, le président élu, les vrais visionnaires comme on appelle notre type de la Côte d'Ivoire, Gbagbo. Ce sont les dangers pour eux. Les vrais visionnaires comme les Kadhafi. Certains viennent souvent me faire comprendre que Kadhafi était ceci, cela. Vous ne connaissez pas l'histoire profonde de cette situation. C'est donc qu'ils ont compris qu'il faut que l'Afrique forme un bloc. S'il n'y avait pas les traîtres comme les Paul Biya, les traîtres comme les Fautes Boigné, les traîtres comme les Senghor, ben oui, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est dans une expansion pas possible. Donc Paul Biya est entré dans ce processus, dans sa vision, pour appauvrir le peuple. Les gars, imaginez-vous à l'époque. À l'époque, je partais en vacances en BAM chez ma grande-tante. Pour ceux qui ont connu en BAM, on l'appelait Kadhafi Sispen. C'est elle qui avait la station mobile en BAM et les auberges. Et elle avait aussi, on partait, elle avait, comment on appelle ça, elle avait des magasins qui fournissaient en abondance la nourriture en Guinée équatoriale, au Gabon, à Bamako, jusqu'à Bitam et autres. À cette époque-là, le Cameroun était un pays, comment ils ont appelé ça, dont la croissance agricole permettait de nourrir les autres. Aujourd'hui, non seulement Biapol est entré dans un processus où le peuple camerounais ne doit pas être industrialisé, mais il faut aussi tuer toutes ces matières vivrières qui nous permettaient de pouvoir nous nourrir, se nourrir, n'est-ce pas? Biapol a changé la politique avec l'appui des Occidentaux. Qu'est-ce que Biapol a fait? Biapol entre dans un processus où ils vont encourager l'agriculture qui doit produire les aliments qui vont être consommés en Europe par les Européens. Vous voyez un peu comme en Côte d'Ivoire, on parle cacao, café, tout ça. Qui consomme cacao, café au Cameroun? On avait la banane, le plantain, on a les ignames, on avait tout ce que une population a besoin pour pouvoir se nourrir et être solide. Le grand éclaireur, Paul Biya, n'est-ce pas? Le grand bâtisseur est venu tuer la situation. Donc, quand il commençait par le multipartisme, c'était pour évoluer un peu le suspense. Au prix de quoi? Ils ont tué des innocents. Tellement tué que lorsque le peuple a revendiqué une justice populaire, ils ont envoyé, comment on appelle, contre Komeni, vient donner le verdict, qu'il y a eu 0 mort. Pourtant, on passait les journées à porter les cadavres dans le lac là, le lac qui était à côté du Parlement. On partait, on entrait pour sortir les étudiants. Tués. On ne sait pas où on devait les apporter. On ne sait pas où les étudiants même sont partis les enterrer. Donc, c'est pour vous faire comprendre que ce monsieur, dès les principes, il avait déjà une haine pour la nation. Mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que cette haine, au lieu qu'on la reçoive aussi, puisqu'il voulait que nous entrions dans ce processus de haine, aujourd'hui nous avons beaucoup d'amour pour le Cameroun. Aujourd'hui nous avons beaucoup d'amour pour notre nation. Aujourd'hui, à cause de cette haine qu'il a eue pour le peuple, cette haine qu'il a eue pour les tribus, cette haine qu'il a eue pour les régions, aujourd'hui la diaspora est constituée en famille. Et je ne peux pas vous mentir, au niveau extérieur déjà, tout le monde connaît, et même ils savent déjà, la diaspora a déjà prouvé que nous ne sommes pas d'accord avec leur politique. N'est-ce pas? Ils sont déjà tous d'accord. Ils ont essayé par toutes les manières pour entrer dans les corruptions. Ils ont peut-être corrompu les esprits maniables, des enfants affamés. Vous savez, lorsqu'on affame quelqu'un, comme pour bien dire, affamer le peuple camerounais aujourd'hui,
Une diaspora affamée. Ceux qui étaient affamés en diaspora. Et j'ai toujours dit que celui qui est affamé, elle n'est pas seulement celui qui manque à manger. Et celui qui refuse d'être rassasié. Celui qui se recuse d'être rassasié est celui-là qui sera toujours affamé. Même s'il a le milliard, c'est un malheureux. Quand il contribue à la destruction. Il contribue à la vision de Paul Biya. Donc c'est un avantage pour nous aujourd'hui. Qu'à force de résister au pouvoir, ben c'est lui qui résiste contre la volonté du peuple. Le premier résistant au Cameroun, c'est Biya Paul. Ben depuis 1992, depuis 86 déjà, quand il formate un coup d'État contre lui-même, pour mettre ça sur le Grand Nord, profiter maintenant pour arrêter les innocents, mettre en prison. Vous avez écouté les témoignages des gens qui ont fait la prison à cause de cela. Paul Biya, dans son esprit de malhonnêteté, qu'est-ce qu'il fait pour que le Cameroun soit vu comme un pays équilibré à la scène internationale? Qu'est-ce qu'il a fait? Paul Biya prend un anglophone, il nomme premier ministre. Il prend un enfant du Nord, il met à la tête de l'Assemblée nationale. Il prend un voyou de l'Ouest, il nomme au Sénat. Comme ça, quand on voit les institutions, on voit que c'est un éclaireur et un visionnaire et que c'est un sage. Maintenant, les dessous, vous voyez les gouverneurs, vous voyez la justice aujourd'hui, vous voyez la défense, les préfets, les sous-préfets. Est-ce que ce n'est pas un homme qui avait pour seule ambition de monter le peuple camerounais contre lui-même pour qu'il s'embrase et se tue comme il est en train de faire au Nozo? C'est un homme méchant, les gars. C'est un homme qui n'a pas de sentiments. C'est malhonnête. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont dans son gouvernement se comportent exactement comme le roi feignant. Ils ont la même vision, détruire et détruire. Quand ça commence à faire un genre, au Nozo, le peuple s'est levé pour revendiquer le bien-être. C'est la chicotte, les matraques, c'est l'arme, les craquements d'armes. Voilà le visionnaire. Qu'est-ce qu'il nous montre au niveau du Sud? Qu'il faut créer une réunion fraternelle pour corrompre. Grâce à Paul Biya, dans sa grande vision, il a permis aux enfants du Sud de comprendre que lui, il était un grand malhonnête. Et nous encourageons les enfants du Sud de continuer dans la même lignée et ne pas ancrer dans la tentation de la corruption. Parce qu'ils vont vous donner encore les sauts de l'automne pour 2-3 jours. Vous saouler, détruire les neurones. Et après, continuer leur politique. Et nous encourageons à ces enfants du Sud de faire comprendre à Paul Biya que le problème n'est pas seulement un problème du Sud. Ce n'est pas un problème régional, mais c'est un problème national. Le premier qui va commencer à dire ça là-bas, c'est là où Paul Biya va comprendre que lui et son régime, il va tourner dans sa tombe. Ils vont comprendre que grâce à leur haine, même les enfants du Sud, dont ils ont cru avoir dompté, ont eu un sursaut patriotique et national. Mais il faut encore beaucoup d'efforts. Ils ont compris d'abord, pour une première fois, que ces gens ne sont que des rythmeurs. Ils sont des menteurs, n'est-ce pas? Ils ont compris que, voilà, on vient juste les adoucir. Vous savez que c'est le temps qui les fait peur. Comme le temps les fait peur, n'est-ce pas? Ils savent que 2025, c'est encore très loin. Donc, comment on peut faire pour calmer l'esprit des enfants du Sud en ce moment-ci? Parce que vous savez que ce n'est pas une première fois. Mais le véritable problème, c'est qu'en face, les enfants du Sud passent aussi à un chantage normal. Les enfants du Sud savent qu'en face, il y a un homme qui peut tenir le Cameroun, qui est le président élu. Donc, c'est ce qui fait peur maintenant à ces soi-disant, on les appelle quoi, ces enfants du Nord là, les Nungi là. Ils ont peur parce que les enfants du Sud peuvent décider aujourd'hui qu'ils vont partir rejoindre le MR. C'est vrai. Parce qu'ils ont compris que le pain sardine détruit que les neurones. Ça détruit l'âme, ça détruit l'esprit. Ça divise le corps, l'esprit et l'âme. C'est-à-dire qu'ils sont dans la division au lieu de rester dans l'unité, au lieu d'accepter les contradictions, n'est-ce pas? Donc les enfants du Sud doivent avoir ce courage, monsieur Boris Wadje. Bonsoir à toi. On fait un tour de partage, n'est-ce pas? Pour que
ce régime ça, comprenne. Et d'ailleurs, les enfants du Sud ont compris que Paul Biya n'est plus. Et aujourd'hui, quand ils voient le rythmage qu'on les a donné pendant 40 ans, ils savent que si maintenant ils ne se lèvent pas, mais je vais les encourager à se lever plutôt au niveau national comme nous on le fait. Parce que sinon, c'est levé juste au niveau des régions. Là, ça devait être autre chose. Nous, on se lève. Et on a dit toujours à ces enfants du Sud depuis longtemps, eux qui étaient en train de paniquer, s'ils veulent encore révolution, pourquoi ou pas. Quand on luttait comme ça pour le bien-être, les routes, les structures sanitaires, structures éducationnelles, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Qui comprennent qu'ils vont avoir ce sursaut pour ne pas entrer dans le piège de Paul Biya et les noms qu'il a envoyés là-bas dément. Parce qu'ils veulent comme ça les castrer. Ils veulent comme ça les castrer, les mettre dans un périmètre où ils ne doivent plus jamais s'exprimer. Si les élites là, si les élites du Sud acceptent cela, tant pis pour eux. Je parle comme ça des chefs traditionnels, je parle des responsables des familles. Parce qu'ils vont les prendre dans ce piège-là, les englober, les enfermer, et les tuer sous silence. Et nous, on ne veut pas qu'une partie du Cameroun soit tuée ainsi. Qui continue à percer l'abcès, qui continue à refuser le pain sardine, qui comprennent que la vision de Paul Biya était la destruction de la nation, qui comprennent que le grand architecte était là pour détruire la nation, et que lui et son gouvernement, il est temps que tous y bougent, que tous dégagent. Voilà le message qu'on donne aux enfants du Sud, qui comprennent que Paul Biya et ses élites ont tout formaté pour qu'ils soient des enfants qui vont grandir que par la haine. La haine contre leurs propres frères camerounais. La haine contre leurs propres frères camerounais. Si aujourd'hui N'Djamena descend alors au Cameroun pour faire la guerre contre le Cameroun, qu'est-ce que les enfants du Sud là vont faire? Ils vont comprendre que non, le Cameroun a plusieurs régions et que nous sommes tous Camerounais qui n'entrent pas dans le piège de Biya Paul et son élite. Que ce sont des criminels en puissance. Voilà qu'aujourd'hui, je vous avais parlé de l'affaire, on parle de l'affaire de coronavirus tous les jours. Hier à Equinox, vous avez compris, dans son progrès, dans sa vision génocidaire, qu'est-ce que le grand artisan a fait? C'est-à-dire, on a diminué, ou bien ils ont vendu les machines de dialyse. Les Camerounais meurent tous les jours par manque de dialyse. Et ils ont fait ça sciemment. Vous avez vu hier, ceux qui souffrent de cancer, ils ont bloqué une machine, soit disant que la machine qu'ils ont bloquée, au lieu de 2 minutes, prenait 12 minutes sur une personne. Donc, au lieu de continuer à soigner ou à guérir, bon, à s'occuper des patients, ils ont préféré bloquer une machine pour attendre l'autre. Et maintenant, comme c'est venu, ils sont en train de dire qu'ils sont des champions. Ils ont laissé nos frères mourir sciemment au niveau des dialyses et au niveau de ces machines de cancer pour mettre dans le coronavirus. Voilà la vérité. C'est la même chose qui s'est passée ici en France. Macron et tous les Français sont au courant. Comment se fait-il qu'il fut un temps, les gens qui mouraient du coronavirus, on les embarquait une fois, on les jetait dans les seaux, pour aller jeter dans la mer. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même cas. Vous comprenez qu'ils avaient un programme. Et Paul Biya fait partie des meilleurs élèves de l'Occident. Si vous avez un parent qui souffrait du cancer, qui est mort, sachez que Paul Biya est celui qui va passer au procès. Quelle qu'en soit l'heure, quel qu'en soit le temps. Même s'il est mort, comme Aïdjo, tous passeront au procès. Si c'est un parent qui est mort, par manque de dialyse, c'est une volonté. C'est par volonté qu'ils font cela. Ils veulent tuer le peuple camerounais. Voilà la vision. Voilà la vision du grand bâtisseur du mensonge. Nous sommes écœurés, les gars. Nous sommes touchés, les gars. J'éveille comme ça l'esprit de tous ceux qui me suivent. Que cette nation-là, si ils ont poussé l'objectif qu'on les abandonne la nation. Ceux qui vont entrer dans ce modèle-là auront été vaincus par eux. On doit continuer à les faire comprendre que nous sommes debout. Nous devons continuer à les mettre pression. Nous devons continuer à les faire comprendre que nous avons les yeux rivés sur le peuple et la nation. Parce que, comme ils l'ont fait à l'époque, ils disaient que
l'école aux écoliers, n'est-ce pas? L'agriculture aux agriculteurs. Et entre-temps, ce sont eux qui avaient tout monopolisé, n'est-ce pas? Ils ont tout monopolisé. L'agriculture, aux agriculteurs. Oui, Jean Rambo Sokoudjou, mon roi, leur a demandé que, pourquoi à l'époque, lorsqu'ils produisaient en quantité industrielle, vous avez reçu tout l'argent, vous l'avez bloqué. Ils n'ont pas encouragé le développement de l'agriculture dans cette nation-là. Lorsqu'ils ont encouragé, c'était pour qu'on puisse planter les cacao café pour vendre à l'extérieur. Entre-temps, le peuple au Cameroun a faim. Paul Biya a un projet génocidal au Cameroun. Vous assoiffez, vous affamez, et vous savez que dès qu'on a affamé le peuple, ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsqu'on dit qu'à gauche, vous voyez ce qui s'est passé pendant longtemps au Cameroun, pas seulement au sud, même à l'ouest du Cameroun, c'était pareil au nord du Cameroun. Paul Biya, il vient. Quand il faut faire les campagnes, il est avec vous, il vous donne des pains sardines, après boum, il disparaît, il est en Suisse. Et les Camerounais continuent à l'adorer. Les Camerounais continuent à l'adorer. Donc, c'était une ironie, pour faire comprendre que ce monsieur mérite la pendaison s'il est encore vivant. Paul Biya mérite la pendaison. Oui, il mérite la pendaison. Parce que c'est un criminel. Et un criminel qui a formé d'autres criminels. Paul Biya, s'il était républicain, s'il aimait cette nation, vous savez que l'armée camerounaise a été forgée à l'époque, après la défaite de la France au Yémen et en Algérie. Ils ont compris que l'affaire du Cameroun là risque aussi. Et vous savez que le Cameroun était en puissance, il était prêt à se libérer. Lorsqu'on appelle Simengue à la CNC, lui qu'on avait appelé, vous savez à l'époque le Cameroun faisait partie de l'Empire, n'est-ce pas? On appelait Simengue que bon, comment te former pour l'Algérie là, c'est mieux que tu peux au Cameroun créer les premiers bataillons. Donc les premiers bataillons de l'armée camerounaise ont été formés pour tuer le peuple camerounais. C'était pour persécuter les Wandji NS, pour persécuter les Moumiers, pour persécuter nos pères qui luttaient pour l'indépendance. Donc vous voyez que dans le principe même de l'armée qui devait protéger les biens et les personnes, dès les principes, on a injecté en nous la haine de la population. Si Paul Biya était un visionnaire républicain, il devait venir transformer et restaurer l'esprit de cette armée pour qu'il puisse être d'abord là pour la protection de la nation, des biens et des personnes. Vous voyez que ce monsieur est venu continuer le travail de son père à Yidjou. Donc un criminel en puissance. Mes chers compatriotes, ce grand bâtisseur, ce grand visionnaire, avec pour seule vision politique, n'est-ce pas, de nous anéantir, de diviser la nation, de diviser les régions, de diviser les peuples, diviser pour mieux régner. Mais le temps de ça est fini. C'est quoi j'ai dit? On doit maintenant agir avec beaucoup de réflexion, de sagesse et d'intelligence pour ne plus répondre aux atrocités qu'ils font selon le sens qu'ils attendent. Mais qu'on ancre dans, les faits. Et qu'on voie d'où viennent d'abord les causes. Avant qu'on ne commente les conséquences. Parce qu'ils ont l'habitude de noyer les causes pour que le peuple spécule sur les conséquences. Et là, ce n'est plus, ça ce n'est pas notre mission, n'est-ce pas? Nous devons rester focus sur les causes, n'est-ce pas? Pour les faire comprendre que si un jugement sont eux d'abord qui vont être les premiers à être jugés. Parce que les conséquences font partie des dommages collatéraux. C'est aussi simple que ça, la famille. Donc, en voulant faire de nous des êtres haineux, tous les jours, l'amour qu'il a voulu obstruer en nous ne fait que grandir. Parce que nous ne luttons pas seulement pour le peuple camerounais. Avant la bataille du peuple camerounais, nous sommes dans une grande bataille de la restauration même de notre race. D'où les Kémites, n'est-ce pas? Et en passant là, je vais dire à certains Kémites, parce qu'il y a certains Kémites
qui aujourd'hui, n'est-ce pas, lorsqu'ils combattent, en disant qu'ils combattent pour la restauration de notre identité profonde. Hein, Steve Sam, bonsoir, n'est-ce pas? Il y a certains kémites qui fuient le vrai combat, n'est-ce pas? Ils restent dans la spéculation. Il y a les kémites, ils passent le temps à faire la propagation de la race, ils passent le temps à faire la propagation de notre héritage culturel, ce qui est une bonne chose. Mais pour venir maintenant qu'on combatte aussi, je dis aussi en même temps, le dictateur et les dictateurs sur place, ils ne viennent pas. Comme ça, surtout les Camerounais, ils sont tous les jours entre Douala et Paris. Hein? Pourtant, nous sommes tous dans un même combat, mais ils ne s'assument pas profondément. Ce sont des menteurs. Ils sont en train de trahir la lutte de la race. Parce que même Marcus Garvey, qui a pris conscience de cela, qui est le père du panafricanisme, qui est le premier président de la République des peuples noirs, Marcus Garvey, il était dans le front, il était au front. Il venait agir contre le capitalisme, contre tous ceux qui luttaient contre notre épanouissement. Donc ces soi-disant kémites-là, qui passent le temps, ils ont lu, parce qu'ils ont lu, comment on appelle ça, Nation Nègre Culture. Ils ont lu Nation Nègre Culture. Ils ont compris que, voilà, l'Afrique, on parle pas de l'Égypte, de l'égyptologie. Aujourd'hui, ils passent le temps à spéculer. Ils laissent les Ouattara en Côte d'Ivoire, les Paul Biya au Cameroun, les Macky Sall, ils viennent nous dire qu'ils font la lutte. Ils nous font comprendre qu'ils font des luttes. Ils passent le temps à acheter des livres pour lire. Lorsqu'on a compris déjà la base et les fondements, n'est-ce pas? On a compris que notre culture a été piratée. C'est dans les musées ici en Europe, partout. N'est-ce pas? On a compris que le continent est en danger. On a compris que le continent est en otage. Pourquoi passer maintenant votre temps à dire que Cheikh Anta Diop avait dit ceci, cela? Maintenant le terrain, ils fuient. Ils pensent qu'ils sont alors plus kémiques que nous. Ils disent que non, le problème ce n'est pas Paul Biya. Ce sont les Occidentaux. Donc vous fuyez de vrais problèmes nationaux. Il est bien vrai que l'Empire est déjà là. Mais on doit commencer à détruire. On ne laisse pas un combat pour demain. On commence par Paul Biya. Le combat contre Paul Biya, c'est pour restaurer nos institutions. Ils passent le temps à raconter les affaires de la France et puis... parce qu'ils savent qu'on va les faire en France. Pourquoi ils fuient le vrai combat au Cameroun? Bonsoir, maman Caroline. C'est Kémite là. Je l'ai dit que nous étions tous ensemble. Pardon. Nous étions tous ensemble. Il y a ceux qui passent le temps, les faux Kémites là. Je dis bien les faux Kémites. Oh, le chrétien est monté, descendu. Oh, la religion. C'est un fait que nous connaissons. Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Qu'est-ce qui est en chrétien, c'est là? C'est pas le fait qu'ils vont venir vociférer les Kémites là. Ils sont plus dans la division. Nous sommes tous conscients que la tradition judéo-chrétienne n'est pas la nôtre. N'est-ce pas? Nous sommes tous conscients. Nous sommes tous conscients que la tradition arabo-musulmane n'est pas la nôtre. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant puisque c'est là? Voilà les questions que les êtres raisonnables doivent se poser. Ce n'est pas pour venir voir ton frère chrétien. Ce n'est pas la manière. Parce que la manière que tu viens, au lieu de lui faire comprendre les choses comme on a fait comprendre au peuple camerounais par rapport à Paul Biya, tu viens avec brutalité. Mais quand tu viens avec brutalité, il va vouloir aussi se défendre. Et maintenant, tu vas commencer à parler des conséquences. Pourtant, tu ne vois plus la cause. Je parle de ces faux kémites là. Qu'ils arrêtent de spéculer. Qu'ils arrêtent de nous envoyer les histoires dans nos inbox. Quand ils sont en train de fuir le vrai combat le temps. Parce qu'en même temps, on devait être en train d'orienter le peuple à reprendre la main sur les institutions et en même temps faire comprendre au peuple d'une manière pédagogique. Et bien d'une manière pédagogique, le pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui initiés dans certaines traditions qui ne nous appartenaient pas. On les apporte les faits historiques. Ils comprennent en quelle année le christianisme est arrivé au Cameroun et avant ça, ou en Afrique, et avant ça, on leur fait comprendre comment on vivait pour qu'ils commencent à se mettre en interrogation. Non, mais ils sont encore nombreux, ces faux kémites là, monsieur Wandi, je te dis la vérité. C'est qu'ils m'offensent, ils me touchent, ils me blessent.
Donc parfois, il nous fait comprendre que non, votre combat, ce n'est pas... Il veut me parler de la race. Tu me parles de la race. Moi, quand nous parle de Marcus Garvey, hein, il doit comprendre que nous sommes déjà dans les profondeurs de la situation. Hein? Quand on les parle de Kwame Nkrumah, hein, qui est le premier disciple qui avait compris Marcus Garvey, qui est venu en Afrique, dit maintenant que un homme a parlé, j'ai compris, il est temps qu'on installe ce qu'on appelle panafricanisme en Afrique. Hein? Ils veulent quoi? Qu'on va venir? Non. N'acceptez pas être plongé dans le passé rien qu'à cause des récits historiques. Le passé nous fait comprendre les choses qui sont passées, hein, dans un temps chronologique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, il faut qu'on vienne vivre l'instant présent. Hein? On se base de cette horloge du temps, hein, pour pouvoir maintenant instruire nos enfants, pour qu'ils soient capables maintenant, hein, de restaurer les mémoires. Je vais vous dire, avant de finir, voilà un exemple qui s'est passé en Chine, lors de la guerre des empires. N'est-ce pas? Il y a un homme qu'on appelait Kongzi. Les Occidentaux l'appellent Confucius. À son temps, ça fait 2500 ans aujourd'hui, à son temps, Confucius essaie de réfléchir et comprendre pourquoi la Chine a perdu la piété filiale, ses valeurs. Il rentre dans l'histoire. Il se rend compte qu'à une époque dans l'histoire, la Chine était en équilibre. Parce que les Chinois avaient des rites, des us et des coutumes. Ils respectaient une tradition qui les permettait de vivre en harmonie. Il n'est pas allé en guerre contre la Chine. Il a commencé à s'asseoir maintenant, prendre le passé et la vision de l'instant présent pour harmoniser et exposer cela au gouverneur de la Chine de l'époque. Ah oui, voilà que jusqu'à nos jours, Confucius demeure. Quand les Chinois, ils veulent se baser sur une tradition, ils parlent de Confucius et ses œuvres. Il est venu par une manière pédagogique. Donc, qu'est-ce qui passe le temps? Parce qu'on les a dit que ils ont une chanson. Et ils se basent sur les réalités. Hein, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, c'est vrai. Que le premier homme venait de l'Afrique. Oui, c'est vrai. Bon, c'est en chantant cela que la situation va changer. On a compris l'histoire. Comment on fait maintenant pour pouvoir, du moyen pédagogique, faire transmettre cela à nos enfants et se baser maintenant sur les situations présentes. Comme au niveau du Cameroun, Biapo et son régime sont les poisons. Hein? Comment faire pour remettre en cause le régime qui est là et établir des institutions sûres? Voilà la vérité. Donc ce n'est pas le fait d'insulter le chrétien, d'insulter le musulman, de vouloir... Non, non, non. Oui. Et j'ai encore dit, j'ai encore dit, parce qu'il faut qu'ils sachent que nous avons été tous comme ça au départ. Mais en étudiant toutes ces différentes traditions, qui sont différentes, différentes des religions. Religion, c'est une chose. Voilà, la tradition, c'est une autre chose. Et je redis encore que toutes ces traditions-là, s'ils sont appliquées selon les principes, des principes de base. Je parle par exemple de la tradition judéo-chrétienne. Quand vous voyez les premiers, comme ceux qu'on appelle Saint Paul, ils sont ceux qui ont suivi à la lettre les enseignements de celui qu'on nommait Jésus-Christ. Jésus, autant pour moi. Qu'on appelle Jésus-Christ comme ça. Les pierres, ils ont suivi à la lettre les enseignements d'une tradition et non d'une religion. D'une tradition. N'est-ce pas? Et ils ont transmis cela. Lorsque Rome a voulu maintenant dominer, d'abord faire dormir sa population, ils ont transformé la tradition en religion. Ils ont transformé. Je pense que c'était l'empereur Néron à son époque. Il a transformé, parce que la religion maintenant, il devait faire dormir le peuple avec. Et c'est là où la tradition chrétienne a perdu le sucre de sa spiritualité, et que les juifs
ayant constaté, on dit que non. Non, restez avec les enseignements que même celui que vous avez appelé Jésus, il respectait. Jésus était un juif et non un chrétien. Ce sont les gens qui, après, ont pris sa philosophie pour vouloir créer le christianisme. Il n'a jamais créé de religion, Jésus. Il a appris. Il a appris aux êtres humains. Dans le livre, que je le connais, il a appris aux êtres humains la voie qui les permet d'entrer dans la grande dimension mystique. Et avant lui, il y a eu des gens. Jésus-Christ est arrivé hier. Je vous parle des gens comme les Lao Tse. Je vous parle des gens comme les Krishna. Je vous parle des gens comme Confucius lui-même. Donc, que ces kémites-là, qu'ils sachent qu'il y a une méthode. Je vois souvent notre grand frère Mbok-Basson, dans ses théories et tout, il essaye. Mais il faut qu'il crée des séminaires au Cameroun, en Afrique. Je sais qu'il essaye. Ce n'est pas seulement une affaire qui va partir faire les séminaires au niveau des universités. Il faut une sensibilisation au niveau national même qui peut commencer là-bas. Et il commence à inviter les peuples à venir écouter. Parce que Paul Biya a tellement détruit cette nation que quelqu'un pense que quand il va faire un séminaire, il faut savoir que ce sont les universitaires qui soient là. Les universitaires, ils ont fait. C'est une sensibilisation qui doit être au niveau national, continental. Je le vois souvent ici en Europe, dans ces trucs. Mais ce n'est pas tout, c'est pas seulement ça qu'on cherche, n'est-ce pas? Donc mes chers frères, c'était pour vous dire aux frères qui imitent que lorsqu'on veut sensibiliser, il faut d'abord qu'on puisse avoir une pédagogie. Et qu'on fasse comprendre le peuple la différence entre religion et tradition. Et comme je le disais, la tradition juive, judéo-chrétienne même, par les premiers disciples, étaient dans la même voie. Ils ont atteint ce qu'on appelle le grand éveil, n'est-ce pas? L'illumination suprême, n'est-ce pas? Que ce soit chez les arabo-musulmans. Ils sont nombreux qui, ayant continué sur la voie du Christ, je dis bien du Christ, ils ont continué sur la voie du Christ pour pouvoir créer les traditions. C'est pourquoi vous comprenez, lorsqu'on dit que ce sont des religions qui ont dans les principes un même père qui est Abraham. Mais les arabo-musulmans sont venus à partir de Jésus-Christ reconnaître sa puissance. Puisque c'est un être humain qui a prouvé qu'il y a une voie qui mène à l'illumination totale. Ce qu'on appelle la dernière fois la transfiguration. Et les gens comme les Mohamed, avec d'autres personnes, sont venus démontrer cela à leur époque. Donc c'est pour dire que les traditions n'ont pas le problème. Mais il est bien vrai que lorsqu'on laisse notre tradition et qu'on n'a aucune connaissance de notre tradition et qu'on accompagne la tradition d'autres personnes, on devient les disciples. Puis ce sont eux qui ont le secret. C'est un peu comme ici en Europe par exemple, en France, c'est les francs-maçonnerie. N'est-ce pas? Ce sont eux qui savent les rouages. Vous allez ancrer, on va vous mettre jusqu'à un degré dans ça, mais vous n'avez jamais ancré au cercle profond. Car c'est leur patrimoine, c'est leur héritage. Donc les Paul Biya comme ça, les Mbongo, et tout cela, ils ne tiennent que des Tchinda dans ça. Et ils disent qu'ils sont des frères, n'est-ce pas? C'est pour dire, en sensibilisant le peuple, en faisant comprendre que malgré toutes les traditions, amènent l'être humain à arriver au grand épanouissement. L'épanouissement suprême, il est aussi important et très intéressant de faire comprendre que nous avons aussi les mêmes traditions qui nous permettent d'atteindre les dimensions de l'illumination. Et commencer à les montrer les voies d'initiation. Ah oui. Ça c'est que il y a les marabouts, il y a les charlatans. Toutes ces histoires-là, mettez ça de côté, n'est-ce pas? Ancrez dans la tradition. Oui, oui. Par la tradition te permet de te connaître totalement, de connaître qui tu es totalement. La tradition te fait comprendre ta structure interne et le relief qu'il y a entre toi et le cosmos. Oui, oui, c'est ça. Il n'y a pas de magie dans ça. N'est-ce pas? Donc nos frères qui imitent là, qui sachent qu'au Cameroun, il y a Paul Biya qu'on doit enlever. En Côte d'Ivoire, il y a Alassane Ouattara qui est là. Au Sénégal, il y a Macky Sall qui passe le temps à vouloir tout simplement insulter. Quelqu'un est né chrétien. Il a grandi dans ça, ce n'est que ce qu'il connaît. Au lieu que tu viennes lui faire comprendre la chose pour qu'il puisse bien comprendre, tu viens commencer à l'insulter.
Nous sommes nés. Je vois souvent certains qui imitent encore. C'est votre soirée aussi. Ah, je suis né. Mon père et ma mère ont choisi un prénom pour moi. On dit que bon, il va s'appeler Thierry William. Hein? Thierry William. Je n'étais qu'un enfant qui suis né. Je suis né où? Hein, j'ai grandi à l'école. Tous les jours, on dit So Thierry William. Pape, So Thierry William. Pape. Je me rends compte que c'est mon nom. Hein? Avant l'école, à la maison, on t'appelle Thierry ici, William là-bas. Hein? Un kémite, il va venir insulter un autre frère kémite que vous avez les noms étrangers. Pourtant, l'innocent est né dans une tradition, hein, et que lui-même, il n'est qu'une conséquence. Est-ce qu'on se comprend très bien? C'est lorsqu'on atteint la grande dimension qu'on comprend que, bon, au lieu qu'on m'appelle Thierry William, hein, qui est un nom, hein, qui ne reflète pas, n'est-ce pas, je dis au niveau social, qui ne reflète pas mon identité profonde. Je ne vis pas dans l'Empire français, je m'appelle So. Ah oui, c'est comme ça. Le français, comment tu t'appelles, monsieur? Je m'appelle So. So. Je dis oui, c'est So. Voilà. Donc, il veut un nom qui doit être occidentalisé. Je sais pourquoi je m'exprime ainsi. N'est-ce pas? Oui, oui. Je sais pourquoi. Je dis que je m'appelle So parce que dans ce nom-là, je sens les vibrations mystiques, hein, de notre race, de notre continent, de notre pays. Je sens ma tradition dans mon nom. Mais il faut expliquer ça. Hein? Il faut expliquer ça à nos frères qui ne sont pas au courant de cela. Même on va les culpabiliser. Enfant innocent, hein? J'avais choisi mon nom. J'avais la capacité même de réfléchir sur un nom. Hein? Dites aujourd'hui que, bon, comme on a compris, les enfants, comme mettre demain, ils doivent assumer les noms comme... on l'appelle, on lui donne un nom. Enfin, on lui donne un nom africain, point barre. Ah oui. Comme ça, quand il grandit, hein, ça lui permet lui-même d'entrer dans la science sacrée pour savoir le pourquoi il est né peut-être aux États-Unis, on lui a donné tel nom. Et avant ça, quand les parents sont intelligents, pendant qu'il grandit déjà, on explique à l'enfant pour qu'il comprenne. Il comprenne d'abord l'origine de son nom et le pourquoi il s'appelait comme ça. Comme ça, il n'aura pas les interrogations plus tard. Sinon, c'est pour un enfant maboule, pour qu'il s'assume. Tout simple que ça. Il y a les gens qu'on a tellement occidentalisés que quand on ne l'appelle même pas son propre nom africain, ça lui fait mal. Il veut ce qu'on l'appelle pas son nom occidental. Donc c'est à nous d'avoir cette pédagogie pour expliquer le pourquoi ils doivent accepter ce nom-là. Car les Français ne sont pas fous. Ils ont une mission d'assimilation. Ils ont une mission, c'est la même chose que Biapol et son régime sont en train de faire aux Nozons. Ils veulent les assimiler dans les systèmes qu'ils ne comprennent pas. Et c'est pourquoi ils se sont rebellés. Ils se sont révoltés. Donc la famille, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie dans ça. Il n'y a pas de mystère dans ça. Le seul mystère, c'est la sorcellerie créée par Biapol. Le reste est là. Hein? Ça ne se gère pas, les gars. Voilà. Donc personne ne doit se culpabiliser d'être né en son temps. D'être né à une époque. Et on n'a pas le droit de venir frustrer les gens. C'est comme la génération qui est là aujourd'hui. Hein? Nous qui sommes nés comme ça sous Bia. Hein? Si c'est que je n'ai pas cette chance d'avoir vécu dans l'enfance les événements des étudiants de 90, 92, tout ça. Je devais jamais comprendre qui est bien. Je devais être peut-être aussi un vrai Konsadina. Mais oui. Je devais toujours, puisque on nous disait que, à l'école, on dit que le président de la République dit que son excellent Paul Biya. Mais à partir de cet époque-là, j'ai commencé à réfléchir sur ce monsieur. Ah oui. Si on te demande ça en questionnaire, tu es obligé d'écrire pour avoir la note. Mais dans ton cœur, tu sentais que ce monsieur qui est là, c'est un monsieur qui a une viscérale contre son peuple. C'est aussi simple que ça, les gars. Donc personne ne doit se culpabiliser, n'est-ce pas? Allez à la recherche de vos traditions, c'est normal. Pour ceux qui sont religieux, allez chercher maintenant. Allez voir vos prêtres, vous faites comprendre la différence. Il y a des questions que les prêtres n'aiment pas. Dès que vous allez poser ces questions-là, ils vont vous envoyer maintenant, ils vont vous envoyer faire les hautes études. Quand vous allez partir du père, lorsque Moïse monte sur la montagne, qu'est-ce que signifie le je suis? Parce que Dieu s'est présenté comme je suis. Il a demandé au nom de Dieu, Dieu, je suis. Je suis. Certains disent, je suis qui je suis celui qui suis. Celui que je suis, tout ça. Il voulait dire, je suis. Dieu a répondu à Moïse. Je suis. C'est-à-dire que je suis l'éternel instant présent. Certains disent souvent que Dieu c'est le temps, ils ne savent pas le pourquoi ils le disent. Je suis l'éternel instant présent.
Parce que n'oublions pas que la succession de chaque instant présent forme ce qu'on appelle le passé. Mais tout ce qui est passé a eu lieu à un moment précis, qu'on appelle l'instant présent. C'est comme actuellement, à cet instant présent, je suis en train de faire le live avec vous. D'ici lorsqu'on va prendre le temps horloge, d'ici quelques heures, on va commencer à voir que bon, ça fait 1 heure, 2 heures, on entre dans le passé. Pourtant, tout s'est déroulé à un instant T. C'est pourquoi Dieu a dit, je suis l'éternel instant présent. Il a répondu à Moïse. Donc quand tu vas poser cette question aux prêtres, parce qu'ils ne veulent pas que tu sois un être raisonnable, malgré que le pape Jean-Paul avait tout fait pour que la foi et la raison puissent marcher ensemble. Il y a une partie des catholiques qui ne veulent pas cela. Ils veulent que leur peuple doit rester dans tout ce pas de domaine de la foi, donc le dogmatisme. Est-ce qu'on se comprend très bien, tout commercial, bonsoir? Est-ce qu'on se comprend très bien? Donc, nous devons élever l'esprit. Dieu, le mot Dieu, c'est un concept. Il faut savoir que Dieu, certains pensent que quand on parle de Dieu, ça veut dire que c'est un concept. C'est comme ceux qui l'ont appelé Allah. Je vous dis qu'il a dit à Moïse qu'il s'appelle Je suis. Et Je suis signifie je suis l'éternel instant présent. Dans toutes les philosophies que vous allez partir étudier, Lao Tzu, Krishna, que ce soit les Mayas et autres. C'est ainsi qu'on représente Dieu. Puisqu'il est celui qui est. Quand on dit celui qui est, quand on dit qu'il était là, c'est le passé. Qui sera? Le futur est encore... Avant qu'on parle du futur, nous sommes d'abord dans l'instant présent. C'est pourquoi il a dit que je m'appelle Je suis. Je suis celui qui est. Donc, quand tu vas voir ton prêtre pour lui poser cette question-là, pour causer avec lui dans ce sens-là, il va commencer à paniquer. Parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup de prêtres qui sont quittés les séminaires pour venir directement être les serviteurs ou bien les représentations de Jésus-Christ et qui n'ont aucune notion de la philosophie. Parce que j'ai étudié ici des universités où les prêtres qui voulaient encore avoir la connaissance venaient maintenant apprendre la philosophie. C'est là qu'ils entrent maintenant de la philosophie des pères de l'Église, les pères fondateurs. Les pères fondateurs de l'Église. Il fallait qu'ils augmentent maintenant la capacité de réflexion. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en face d'une communauté qui devenait très intelligente, qui posait des questions. Il fallait les réponses. Je vous dis que quand un prêtre est sérieux, il te dit que bon, je vais t'orienter dans telle étude pour que, dans une étude d'université ouverte, pour que tu partes là-bas, poser tes questions, que tu partes philosopher, et que tu sortes du dogmatisme. Ah oui, tu sortes du dogmatisme, pour rester et persévérer un être raisonnable. Et tous les maîtres, quand vous allez voir même ici en Occident, les maîtres comme les Eckhart, les maîtres comme les Eckhart, n'est-ce pas? Ils sont nombreux, qui ont tout fait, n'est-ce pas? Pour quitter de la spéculation dont voulaient les gens comme les Platon. C'est Platon dont on parle même, ce philosophe-là, n'est-ce pas? Platon est celui que, il est bien vrai, il parlait d'une notion que comment on appelle, les catholiques, les catholiques se sont trop basés sur ça pour pouvoir forger le dogmatisme de l'Église. Je vous le dis sincèrement, parce que Saint Thomas d'Aquin, il prend la philosophie de Platon. Il l'assimile aussi avec quelques trucs d'Aristote, pour former ce qu'on appelait, comment on appelait ça, le gros livre de l'Église là, n'est-ce pas? Donc, il a pris les deux philosophies, mais il a beaucoup appuyé sur Platon. Aristote, il parle pour les Occidentaux, était un homme qui préférait plus la raison, et en connaissant que malgré tout cela, il y a une force suprême, n'est-ce pas? Oui, parce que lorsque Platon nous amène dans le monde intelligible, c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient à une force, et que bon, parfois, ils ne savent pas qu'ils doivent aussi provoquer les situations. Quand Aristote parle du premier moteur, deuxième moteur, c'est-à-dire qu'il faut provoquer, et c'est pour nous amener, jusqu'à l'épanouissement total. N'est-ce pas? Ça, c'est dans le contexte de la religion tel que Saint Thomas d'Aquin a pris pour mettre dans, comment on appelle encore son livre là, la somme théologique. La somme théologique. Et si vous pouvez partir demander
à votre prêtre des mains, le docteur ordinaire de l'église catholique s'appelle Saint Thomas d'Aquin. C'est lui qui est la base de tous les fondements. Parce qu'il a pris les écrits des pères de l'église et autres, tout et tout, il a mélangé et puis il a créé ce qu'on appelle la somme théologique, qui est aussi très intéressant parce que ça parle des problèmes aussi très philosophiques, rien à voir avec la religion. Mais l'église a pris cela pour avoir une base, puisqu'il fallait créer une religion. Il voulait qu'il y ait une tradition. Ils voulaient tromper la tradition pour créer une religion. Ils sont basés sur la somme théologique. N'est-ce pas? Donc, c'est bien. Il dit que toutes ces voies, ça mène à l'épanouissement. Toutes les traditions. Mais il est préférable de connaître tout si on le peut. On connaît tout. Parce que lorsqu'on a la connaissance de tout cela, on comprend que tous parlent de la même chose. N'est-ce pas? Lorsqu'on a la somme, lorsqu'on a la chance d'avoir la somme de toutes ces connaissances, des traditions, que ce soit le taoïsme, que ce soit la tradition arabo-musulmane, que ce soit le confucianisme, que ce soit, comment ils appellent encore, les Mayas, voilà, les Mayas, dans la prophétie des Andes, on parle des Mayas, n'est-ce pas? Tout ça est très important pour nous en tant qu'êtres humains, car ça nous donne une structure forte et ça nous permet de laisser les spéculations pour vivre que dans la raison. N'est-ce pas? Dans la raison. De la raison, n'est-ce pas? Et aussi pour comprendre que les contradictions, ce qu'on appelle les contradictions, doivent vivre dans des unités. Parce que toutes les contradictions, comme le jour et la nuit, comme j'ai vu cet exemple, c'est le concret de la nuit, mais on doit vivre dans... On dit les concrets s'attirent d'abord, n'est-ce pas? Comme les concrets s'attirent, donc on doit vivre dans un équilibre qui doit permettre qu'ils s'attirent, pour qu'on ne puisse pas manquer de respect ni au jour ni à la nuit, ni au jour ni à la nuit. Donc c'est aussi simple que ça. On doit respecter le court comme le petit. Si aujourd'hui il y a la notion du court, c'est parce qu'il y a le petit. C'est aussi simple que ça. S'il y a la gauche, c'est parce qu'il y a la droite. Sinon on ne devrait pas parler de ça. N'est-ce pas? Donc, la famille, pour conclure, ces kémites là, qu'ils arrêtent de frustrer le peuple, la race noire, qu'eux-mêmes, ils s'éduquent d'abord eux-mêmes. La connaissance, c'est une chose. L'intelligence, c'est une autre chose. N'est-ce pas? Lorsque tu as la connaissance, c'est que tu es parti travailler ton intellect. Mais dans cet intellect-là, tu as oublié ce qu'on appelle l'intelligence d'abord naturelle. N'est-ce pas? Qui est le fondement de tous les principes. N'est-ce pas? La sagesse sacrée. Donc, prochainement, ne les gérez plus, mais je vous conseille d'ancrer aussi dans ce travail important pour qu'on puisse... Parce que nous sommes aussi dans une guerre identitaire. L'Occident veut nous assimiler. Aujourd'hui, pas de la globalisation. C'était la colonisation hier, néocolonialisme. Ils veulent nous globaliser maintenant. N'est-ce pas? Et dans leur globalisation, ils veulent à tout prix que les principes qui vont venir nous imposer soient les principes universels. N'est-ce pas? Il n'y a que les Haïdjou, les Paul Biya qui peuvent accepter les choses comme ça. Donc, nous sachant le danger de cela. Vous voyez même aujourd'hui, en Guyane, je parle de la Guyane, aujourd'hui, la Martinique, tous ces départements-là sont en train de tout faire maintenant pour rentrer dans les principes traditionnels. Et ils sont conscients aujourd'hui plus que hier. Il y a 10 ans, j'étais là-bas, mais que je suis reparti là-bas dernièrement. Il y a eu un éveil, un sursaut. À l'époque, il me faisait comprendre que c'est nos pères qui les ont vendus. Mais aujourd'hui, grâce à Omotunde, qui fait un travail très important là-bas, ils ont compris que tout ce que l'Occident a écrit dans les livres était que des mensonges. Donc, on les a montrés, eux, comme les frères. Oui, ça signale déjà. On va... Donc, aujourd'hui, en Guyane, principalement, ils ont compris. La manière qu'ils m'ont pris en 2010, ce n'est plus la même manière qu'ils m'ont pris en 2016. Parce que en 2017, Omotunde les a fait un travail pédagogique. Allez suivre Omotunde sur YouTube. C'est un homme qui a sacrifié sa vie pour accompagner le travail de Cheikh Anta Diop, comment on appelle notre père du Congo là. Donc, il a passé toute sa vie et voilà un grand connaisseur de la science sacrée africaine. Donc je vous encourage à aller le suivre. À suivre les Mbok Basson aussi sur YouTube.
Oui, parce que ce sont nos grands théoriciens, mais qui se basent sur notre historique pour pouvoir nous mettre en éveil. On risque d'être assimilé de la globalisation. Si la Chine aujourd'hui, si la Turquie, si la Russie lutte contre cette expansion de ceux qui veulent venir assimiler, c'est parce qu'ils savent le pourquoi. Donc, notre continent aussi doit être prêt. Le Cameroun et les Camerounais doivent être prêts. Que les Mbok là ne viennent pas seulement parler dans les journaux et qu'ils choisissent où ils vont partir. Ils ont le savoir et la connaissance qui viennent distiller ça au peuple camerounais. Ils en ont besoin. Le peuple de la nation camerounaise, ils en ont besoin. Voilà. Donc, mes chers frères, si on continue ici, on ne va jamais laisser. Donc, nous avons compris aujourd'hui, la vision de Biya est une vision dévastatrice. Sa vision était une vision oligarchique, une vision de roubladiste. La vision de Biya n'a jamais eu une intention. Si Biya a eu une intention sincère, réelle dans sa vie, c'était anéantir, appauvrir le peuple, assoiffer le peuple, dérober le bien commun. Voilà, tuer ce qu'on appelle le respect du bien commun, nous laisser dans l'aliénation, n'est-ce pas? Il a tué la pédagogie pour cela, nous laisser dans la servitude, débrouillardise, nous faire partie dans le désert, la Méditerranée et mourir. Biya Paul est un grand poison pour notre nation, pour notre continent, pour notre race et pour tous les justiciers de l'humanité. Son nom ne va pas s'effacer. Son nom va être gravé dans la mémoire des Camerounais. Son nom, parce que parfois, certains dit que son nom sera effacé. Non. Ça doit être pour que plus jamais, son histoire doit être comptée. Pour qu'on comprenne qu'il y a un maudit qui a géré cette nation-là. Et que celui-là est à la cause, a causé beaucoup de dérives pour cette nation. Il a détourné les mœurs, détourné les générations, détourné l'éducation, détourné les fonds publics, détourné tout ce qui était bien-être pour les Camerounais. Investi en puissance et en volant dans ce qui est épanouissement, le football. J'ai quoi foutre avec le football? On a quoi foutre avec une organisation des situations quand les hôpitaux, on manque des machines pour les dialyses, n'est-ce pas? Les patients, nos frères, sont en train de mourir parce que il n'y a plus de machines pour pouvoir suivre l'évolution de leur cancer, n'est-ce pas? On a quoi foutre de la canne et des stades et du football lorsque il n'y a plus d'agriculture, le peuple meurt de faim. On a quoi foutre avec une organisation de la canne lorsque, au niveau du 237, n'est-ce pas, les enfants meurent de soif, les enfants n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de route. On a quoi foutre avec l'organisation d'une canne? Moi, de toutes les façons, je ne gère pas ça. Je ne gère pas cette canne-là. De toutes les façons, pour ceux qui veulent avoir une conscience normale et tranquille, pendant que les deuils arrivera, qui ne viennent pas motiver cette canne-là, qui font le cinéma, ils font ce qu'ils ont à faire pour encore faire ancrer l'argent et voler, on n'a rien à foutre. Tout cet argent qu'ils ont mis dans ce stade-là, ils mettaient les routes. Nos mamans qui cultivent au fin fond du sud-là pouvaient se lever le matin. 3 heures de temps, ils sont à Yaoundé, ils vendent la nourriture. Et 3 heures, ils rentrent encore. Ou 2 heures de temps, ils rentrent encore. S'ils avaient investi sur les routes qui quittent Yaoundé pour l'ouest, c'est que les Allemands sont là-bas. On a quoi foutre avec la canne? Si ce n'est pas que la roubladise de cette malédiction qu'on appelle Biya Paul. Ah oui, il faut dire la vérité, les gars, n'est-ce pas? On a quoi foutre avec ça? Ils viennent nous dire qu'ils ont mis une nouvelle machine pour le cancer et que c'est le meilleur hôpital, le meilleur hôpital de l'Afrique centrale. Pourquoi ils quittent les hôpitaux, ce meilleur hôpital pour venir se soigner ici en Europe? Ils prennent l'équipe pour des cons et des salauds. Ils prennent l'équipe pour des malades. On ne doit plus jamais accepter cela. C'est pourquoi son nom doit être gravé dans cette nation-là. On va comme Hitler est étudié dans toutes les nations du monde, Paul Biya serait éduqué dans toute l'Afrique et dans tous les continents, partout où il y a la race noire, pour qu'ils sachent que parmi la race, il y avait un poison. Et que ce poison-là a retardé l'Afrique de près d'un demi-siècle. Je dis bien l'Afrique. Kadhafi avait fait confiance. Kadhafi lui a fait confiance. Kadhafi est venu déposer un chantier là-bas, construit pour que le Cameroun soit là où on va abriter la nouvelle monnaie, n'est-ce pas? On va fabriquer même déjà. Il est parti raconter tout cela à Sarkozy, n'est-ce pas? Il est parti vendre Kadhafi aux Occidentaux.
C'est un poison pour cette nation. Dans la famille, j'espère qu'on s'est bien compris. On essaie toujours d'ancrer dans plusieurs paramètres, n'est-ce pas? Mais tout ça, c'est le réveil. On ne se réveille pas seulement pour qu'on croie que Paul Biya, et après Paul Biya, c'est fini. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup à faire. Et nous allons le faire. On va aller progressivement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va y arriver. On va consacrer nos vies. Comme Gbagbo a dit dernièrement, on dit, Gbagbo au niveau de la Belgique tranquille, en train d'atteindre son passeport. Il est là sans pression, il mène sa vie. Les Ivoiriens s'asseyent, les Camerounais s'asseyent, dans Média Afrique, ou bien ils appellent Afrique Média, ou bien quoi. Oh, Gbagbo, son heure arrivée, il va laisser la politique, machin, truc. Demain, il leur a posé une question. Lorsque j'entrais en politique, j'ai demandé votre autorisation. Même son père et sa mère étaient obligés de marcher. Qu'est-ce que son père et sa mère... Donc, ce sont les spéculations des uns et des autres qui vont lui... Au Cameroun, c'est comme ça. Même en Occident, ici, là. On te contraint. On met les médias pour qu'on te pousse à dire ce qu'il ne faut pas. Il a dit qu'il est là. Gbagbo a dit que, même si ceux-là croient qu'on l'a condamné pour 20 ans, là, il dit qu'il ne reconnaît pas ça. Ce qu'on raconte là, il n'a jamais braqué. On raconte quoi qu'il est condamné pour 20 ans. Il a dit qu'il va faire la politique jusqu'au jour de sa mort. Et il n'y a pas quelqu'un qui va définir son programme. Ça veut dire qu'il est dans le combat jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce que vous voulez arriver à dire. Donc nous devons combattre jusqu'au dernier jour de notre existence. Qu'ayons toujours à faire. Que ce soit pour le Cameroun, pour le continent, pour la race, ou pour tous les justiciers de l'humanité. Quand même ici en Occident, il y a les pauvres occidentaux qui sont dans la mamaille de l'État. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc nous sommes condamnés. Parce qu'il y a des choses, des principes qu'on a compris. Qu'on a compris ces grands principes-là. Nous sommes conscients que nous sommes condamnés à combattre jusqu'au dernier jour de notre vie. Et rien ne va nous faire changer cela. Quelqu'un nous a appelé un jour, pour dire qu'on peut entrer dans un combat. C'est pourquoi j'étais en train de citer mon président Gbagbo. Il y a quelqu'un qui nous a interpellé un jour qu'il y a un combat quelque part. On a pris conscience de la situation. On a pris conscience, et ce n'est pas une affaire de 2018. 2018, c'est pour le Cameroun. Je vous parle de mes frères kémites. Je parle des situations que j'ai vues de nos propres frères. J'ai vu les conditions de nos propres frères dans les pays comme le Brésil, dans les pays comme l'Équateur. C'est-à-dire, il y a un grand nombre, une grande population noire là-bas. Mais quand vous voyez comment ils sont méprisés, vous voyez, c'est-à-dire que quand je vois ces conditions, c'est plus tard quand j'ai compris l'histoire de Cheikh Ivara, j'ai compris le pourquoi il avait accepté sacrifier sa vie pour cela. Et je comprends un peu. Parce que quand Cheikh Ivara, lui, raconte dans son histoire, il abandonne ses études de médecine, il fait le tour du continent sud-américain, il comprend qu'il y a un problème. Il essaye les révolutions dans certains pays, Bolivie, tout ça, ça ne donne pas. Et après, il rentre encore chez lui. Il n'a pas fini ses études, mais il comprend que non. Le combat qu'il avait à toucher là, c'est le femme là, tu meurs qu'avec. C'est là il monte au Mexique, il a l'occasion, il tombe sur Fidel Castro. Et c'est ainsi qu'il dit que waouh. Et c'est ainsi qu'il est ancré dans l'humanité. Il est mort pour ce combat. Quand Castro a voulu faire le malin, quand Castro le trahit, quand Castro, parce qu'ils étaient supposés lutter contre le capitalisme, quand il se rencontre Castro et allait traiter, a fait une convention avec les Russes pour qu'on enlève le navire qui était en train de vouloir bombarder les États-Unis. Il comprend que père, tu m'as trahi, man. Comment tu peux faire qu'on enlève donc tu es parti collaborer avec les Américains? C'est là où Castro dit que père, je ne veux pas dire au niveau national. Ben, Castro était, en fait, c'était l'héros national. Il dit que je vais seulement partir. C'est un jour de moi où je suis, tu dis seulement que nous sommes en contact. Donc, c'est à cette époque-là qu'il pouvait même trahir le combat du capitalisme. Donc, quitter ses valeurs. Il a recusé.
il était l'homme fort de la nation. Il avait tous les privilèges de la nation. Il a dit à Castro que te confie ma famille, et je pars. Je ne peux pas vivre la trahison, man. Lorsqu'on était au champ de combat, on a signé un pacte. C'est toi qui as trahi. Mais c'est ton pays. Je remets ton passeport. Et je m'en vais. C'est là qu'on a découvert, mais il est parti en Algérie, en Afrique, et puis aller mourir en Bolivie pour lutter contre le capitalisme. Il a respecté ses principes et ses valeurs. Jusqu'à la fin, c'est ça un combattant. C'est ça Laurent Gbagbo. Et c'est ça que nous espérons pour notre président élu. C'est ça, il faut qu'on le dise, qu'on espère. Et de toutes les façons, je lui envoie le message. J'ai passé le message. Le président élu, au niveau du continent, il faut aussi qu'il s'engage totalement. Parce que la force des gens comme les Gbagbo, c'est qu'il est protégé par tous les panafricanistes. Il est bien vrai que le président élu, on le connaît en Occident, les Tchadiens et tout ça le connaissent en Occident, les Gabonais et tout et tout. Mais il faudrait, puisque actuellement, Laurent Gbagbo a élevé la barre. Il a créé le parti panafricaniste de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que maintenant, il est au-delà. Donc, pour lui, il a conquis la Côte d'Ivoire maintenant sur le continent. Il a dit. Il a cité Nkrumah dont on a parlé tout à l'heure. Il a cité Nkrumah, qui était parti s'initier dans la philosophie de Marcus Garvey. N'est-ce pas? Donc, voilà l'homme que... Voilà ce qu'on attendait. Quand le président élu nous a toujours fait ce même genre de discours. En disant qu'il faut cette union continentale. Il le faut. Donc, Gbagbo aussi a parlé. Il faut que les deux hommes se rencontrent. Ça serait un message fort pour l'Afrique. De toutes les façons, j'envoie le message. J'espère qu'ils vont analyser, ils vont comprendre. Parce que quand il y a une situation qui se passe ainsi, on analyse, on visionne, on voit l'impact que ça peut donner. Non, que les deux hommes forts de l'Afrique se rencontrent maintenant. Que les deux hommes forts, n'est-ce pas? Les deux hommes qui ont une moralité, ils ont démontré une grande moralité. Ils nous ont montré les vertus, les valeurs. Ils nous ont montré les capacités. Il est temps que les deux hommes font bouger le continent, les gars. Et nous, on va les accompagner. Donc, sur ce, on se dit bonne soirée la famille. Merci bien et à très bientôt. Bye bye. Ciao. Merci.